Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par Marion Cozard, directrice générale de l'école du recrutement. Après plus de 10 ans d'expérience en tant que recruteuse, Marion, tu as su transformer ta passion en une carrière florissante. Sous ta direction, l'école du recrutement forme aujourd'hui les professionnels du secteur avec une approche innovante et pratique, on va en parler. Et tu as été récemment nominé pour un prix au sein du club Bootstrap. Tu nous diras ce que c'est que le club Bootstrap d'ailleurs. Tu es reconnu pour ton impact significatif dans le monde du recrutement. Eh bien, Marion, un grand merci pour ton invitation. À quelques jours de Noël, comment vas-tu ? Merci beaucoup Florent, je suis ravie de t'accueillir dans les locaux de l'école du recrutement, ça va très bien. Et je suis ravie qu'on passe 40-45 minutes ensemble pour discuter recrutement. À peu de choses près. Ça va être ça. Tes cadeaux sont faits. Tout est prêt. Évidemment. Tout est prêt. Bien sûr. Okay. Il te reste quelques heures, donc il faut pas que tu loupes le timing. Marion, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Bon, nous on se connaît tous les deux depuis quelques années. Tu fais partie de l'équipe de l'école de recrutement depuis quelques années sous une autre forme. Tu vas en parler. Est-ce que justement tu peux nous parler de ton parcours pro avant de devenir DG de l'école de recrutement ? Oui, tu l'as dit un peu en intro. J'ai eu une carrière de 11 ans dans le recrutement en cabinet. J'ai été consultante puis manager d'équipe en cabinet de recrutement sur des métiers toujours en finance d'entreprise, donc toutes les directions financières, contrôle de gestion, comptabilité, etc. D'abord plutôt sur de la positionnement chasse, direction financière. Et puis ensuite, j'ai voulu complexifier la chose en redescendant dans la hiérarchie, parce qu'en fait, c'est plus difficile de recruter un comptable client qu'un DAF. Mmh. Et donc j'ai fait ça pendant 11 ans. Ça m'a éclaté. Avec une équipe ? Avec une équipe à la fin, ouais. T'étais la manager comment ? La manager sympa ou la manager chiante qui demande des KPI à tous les recruteurs tous les jours? Combien de personnes t'as appelé? Combien de personnes t'as vu? Combien de personnes t'as sourcé? J'étais la version la plus horrible de ce que tu peux imaginer d'un manager en cabinet de recrutement. J'étais le très bon soldat de ce qu'un cabinet de recrutement veut de ses managers, sur une version à l'ancienne en tout cas, parce que je sais qu'il existe des cabinets de recrutement vachement plus sympa que ce que je pouvais être. Et j'ai eu un choc culturel, mais dans le bon sens, en rejoignant l'école du recrutement en 2017. D'accord. J'ai rencontré Laurent Brouat parce que j'ai suivi la formation de l'école du recrutement quand j'étais moi-même recruteuse en cabinet. Ça m'a mis une bonne claque parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que je maîtrisais pas, que je savais pas faire, que je faisais pas très bien, mais je savais pas que je savais pas, et donc le découvrir dans une formation, ça a été un peu électrochoc pour moi. Oui, t'as rencontré Laurent en formation. En tant que formateur, en fait. Exactement. D'accord, okay. J'ai rencontré Laurent et Nicolas parce que c'est eux qui venaient faire les formations en présentiel. Donc je suivais le parcours à distance et puis on avait quelques jours en présentiel où ils venaient dans les bureaux du cabinet où je bossais. Et ça a été une rencontre, plutôt un coup de cœur humain en fait, de découvrir
tout un univers d'un métier que je faisais depuis 11 ans et que je me disais, mais comment j'ai pu passer à côté de tous ces trucs-là? Alors qu'au démarrage de la formation, j'étais clairement, c'est bon, ça fait 11 ans, je sais recruter, vous allez rien m'apprendre, les gars. Qui sont ces clowns qui viennent nous raconter la vie. Et en fait, ça a été baffe sur baffe sur baffe sur baffe, mais dans le bon sens, hein, vraiment découverte sur découverte. Et humainement, en plus, ça a très bien fité. Donc, on est resté en contact et Laurent recrutait, avait besoin de staffer l'équipe de l'école du recrutement avec une direction commerciale. Moi, j'avais envie de faire autre chose. On a super bien fité, ça s'est fait... je pense, en 2 jours, c'était plié. Et donc, j'ai rejoint l'école du recrutement en 2017, à l'époque où ça s'appelait encore Link Humans. On était 4. J'étais la 4e. J'ai pris la direction commerciale, ce qui était un bien grand mot à l'époque, qu'on se le dise. En gros, il fallait structurer les ventes de formation. Et donc, mon passé de recruteuse et mon expérience d'avoir vécu et suivi la formation étaient des super arguments pour pouvoir aller rencontrer d'autres recruteurs et leur dire suivez la formation, vous aussi, vous allez voir, c'est cool de se prendre des claques. Donc on a fait grandir l'entreprise de cette façon-là. Donc j'ai structuré beaucoup de sujets d'un point de vue commercial. Et puis en 2020, post-Covid, au moment où Laurent Brouat, donc le fondateur, a voulu lui voguer vers de nouveaux horizons, on a récupéré à 8 salariés. Il a revendu ses parts à 8 de ses salariés et donc je fais partie de l'aventure et j'ai récupéré au passage la direction générale. Longue intro. Ouais, au passage. Et qu'est-ce qui vous a motivé à racheter l'école du recrutement et qu'est-ce qui t'a motivé à la racheter avec tes collègues? Parce que c'est assez atypique pour le coup. C'est assez atypique. Il y a la version storytelling et la version de l'intérieur. La version de l'intérieur, c'est que clairement, on a racheté notre CDI. Okay. Qu'on se le dise, quand t'as ton patron qui en a marre et que tu sais pas par qui tu vas être managé demain, tu te dis j'ai pas envie que n'importe qui rachète. J'ai pas envie que ce soit n'importe qui. Vas-y, je suis cap avec toute notre innocence et notre manque d'humilité qui nous caractérise. Sur le moment, on s'est dit attends, ça va, c'est pas compliqué, on peut le faire. Non, je blague, évidemment, on avait un peu conscience des enjeux, pas autant, mais on avait quand même un peu conscience des enjeux. Mais on s'est dit, en fait, la vraie, au fond, c'était ça. Il y avait un peu de ça, je rachète mon CDI, mais il y avait aussi un peu de, on sait pas par qui on va être managé ou dirigé demain, donc peut-être que ça vaut le coup de se poser la question, est-ce qu'on s'en sent capable ? Oui, on s'en sent capable. Et moi, ça a toujours été un souhait d'entreprendre. Et quelle plus belle façon d'entreprendre que de cette façon-là. Parce qu'en fait, je suis pas trop une créatrice, donc je vais pas te pondre 8 idées à la seconde. Par contre, tu me demandes de gérer, développer, faire grandir une idée existante. Je pense que c'est largement dans mes compétences. Et en fait, c'était l'occasion toute trouvée. Donc, j'ai eu l'occasion, en tant que directrice générale, de récupérer une équipe, une marque, des clients, tu vois, une boîte qui tourne, quoi. Oui. Donc, il y avait plein de trucs qui allaient pas, clairement, notamment les finances et tout ça. Je pensais que t'allais me dire Laurent Brouat. Alors, et du coup, Laurent Brouat qui était plus là. Mais non, franchement, on a racheté une boîte qui perdait de l'argent depuis 2 ans. Je veux dire, sur le papier, on n'était pas, c'était pas sexy, hein, c'était pas l'opération de l'année, quoi. Mais on s'est dit, on va y aller. Mais à la fois, il y avait un potentiel et il y avait malgré tout des actifs qui étaient intéressants. Et du coup, c'était une super aventure que d'entreprendre par ce biais-là, par le reprenariat, en fait. C'est une autre façon d'entreprendre. C'était une très belle façon de se tester et de lancer l'aventure, quoi. Ok. Justement, on va faire une petite parenthèse, la Club Bootstrap. Est-ce que tu peux en parler de ce club? C'est quoi et qu'est-ce qui fait que tu l'as intégré et que tu es aujourd'hui nominé pour un prix? Alors, figure-toi que c'est de nouveau Laurent Brouat, donc on se quitte pas, qui m'a, il y a 1 an pile, au mois de décembre 2023, parlé d'un club d'entrepreneurs. Je cherchais, moi, déjà, à rejoindre un réseau d'entrepreneurs parce que je me sentais un peu seule, un peu isolée dans mes galères de réflexion. J'avais envie de challenger mes idées, mon rôle, j'ai un groupe de pairs comme ce que nous, on peut proposer à l'école du recrutement entre recruteurs. J'avais besoin de retrouver ça entre entrepreneurs. Et je me reconnaissais dans très peu de réseaux existants, voire aucun, de tous ceux que j'avais
approché en tout cas. Et Laurent me dit va à cette soirée, ils font des awards, c'est un club hyper sympa, tu vas voir, tu peux t'y retrouver. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur parce que le concept de ce club, c'est un club qui met des conditions à l'entrée, donc il faut avoir un certain nombre de salariés, générer un minimum de chiffre d'affaires, être rentable et avoir une particularité aussi, c'est d'être bootstrappé, donc d'être autofinancé. Donc il n'y a pas interdiction d'avoir des investisseurs externes, mais l'objectif... Oui, mais par contre, pas trop lever de fonds non plus, quoi. En fait, l'objectif des entreprises qui composent ce club, et c'est d'ailleurs plutôt un club d'entrepreneurs que d'entreprises, c'est hyper important parce que le profil des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui croient foncièrement qu'il est possible de faire de la croissance et de la rentabilité en étant humaniste et sur la durée, et qu'on n'est pas obligé de faire la course à la levée de fonds pour... le but d'entreprendre n'est pas forcément l'exit, quoi. Voilà. Et donc, parfois, juste l'aventure entrepreneuriale est une aventure en tant que telle, est un but en soi, et c'est hyper cool d'avoir des entrepreneurs hyper engagés et hyper convaincus par leur boîte, et qui sont sur des temps peut-être un peu plus longs, quoique il y a des sacrées pépites dans le club qui ont rien à envier à beaucoup de boîtes qui sont piquées par des fonds. Et franchement, c'est assez agréable d'avoir de partager des moments entre pairs, entre entrepreneurs. Et donc voilà, c'est un club dans lequel je suis depuis le mois de mars, et qui organise chaque année en effet une cérémonie pour récompenser des parcours d'entrepreneurs dans certaines catégories. Et donc moi je suis nominée dans la catégorie qui a un nom très rigolo, Monopoly, qui est pour valoriser les parcours d'entrepreneurs qui ont soit fait de la croissance externe, soit fait du rachat ou de la dette, et ont eu des aventures un petit peu exceptionnelles dans ce cadre-là. Ok, très clair. J'ai envie de revenir sur un... Merci pour cette précision parce que c'est important, et je te souhaite bien sûr de gagner ce prix. Évidemment. Donc, bon, moi j'ai voté. Merci. J'ai voté pour toi. On verra. Et voilà. Et puis j'ai voté pour Jonathan aussi. Jonathan Salmona de Shodo, mais dans une autre catégorie, je crois. Ouais, dans une autre catégorie. Manager engagé. Lui. Ouais. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode que j'ai enregistré avec Laurie, sa CEO de Shodo, je ne peux que vous encourager à l'écouter si vous voulez penser différemment un certain nombre de sujets RH que vous avez dans votre organisation. Petite parenthèse. Alors, j'ai envie de revenir sur toi sur l'école. Sur l'école, vous avez écrit un manifeste. Enfin, sur votre site web, il y a un manifeste avec 10 commandements. Est-ce que tu peux en parler ? Pourquoi et comment vous êtes pris pour écrire ce manifeste et ces commandements ? Il y a deux documents sur notre site pour partager Je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Il y a en effet le manifeste qui est plutôt... pour le monde, pour l'extérieur, qui va plutôt partager notre vision, et on veut donner notre vision de notre métier au monde, qui est d'associer l'éducation, donc notre métier qui est de former, au plaisir, à la reconnaissance, et donc à la fierté et à l'efficacité. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment notre manifeste où on essaye de faire l'équation de comment tu peux te former en prenant du plaisir, en ayant la reconnaissance et en étant efficace dans ta formation. Ça, c'est le manifeste, plutôt vision externe. Et on a en effet nos commandements. C'est plutôt pour l'interne, même si on le diffuse publiquement. Ouais. Mais c'est plutôt c'est le manuel d'utilisation pour travailler chez LEDR, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment les valeurs et la culture de l'entreprise. On avait des désaccords internes, on avait des galères de recrutement. Et du coup, quand vous y êtes pris, parce que vous êtes plusieurs collaborateurs associés, est-ce que tout le monde a écrit puis c'est un homme, une voix, on vote, ou est-ce que c'est toi, directrice générale, qui à la fin a dit c'est comme ci, c'est comme ça ? Comment est-ce que vous êtes pris pour structurer et vous aligner en fait tous et toutes sur ce manifeste et ces commandements ? Ça existe depuis bien avant que moi je prenne la direction générale et même que je rejoigne LEDR. Donc moi, quand je les ai rejoints, il y avait déjà ces commandements-là. Ils existaient déjà. C'est un peu la synthèse, c'est Nicolas qui les a écrits. C'est un peu la synthèse des personnalités et des modes de fonctionnement de Laurent et Nicolas. Au démarrage, c'est un peu ça. Donc c'est un peu un manuel d'utilisation de deux. En gros, comment travailler avec eux, et voilà ce qui va se passer pour toi quand tu vas bosser dans cette boîte. Et puis on les a réécrits, retravaillés au fur et à mesure. Mais le constat, c'était plutôt ça. C'était, on regarde comment on fonctionne. Nicolas a fait cet exercice.
observons la façon dont on fonctionne et on le couche sur le papier. En étant honnête, et donc avec les bons côtés et les moins bons côtés de ce qui se passe et du mode de fonctionnement de la boîte. Donc il les a posés et ensuite on a eu des discussions en interne, on a statué, on a réécrit et ça nous a beaucoup aidé à incarner ça au quotidien parce que du coup une fois qu'il y a des choses écrites c'est plus facile de voilà. L'objectif c'est que elles sont c'est pas l'objectif, le constat c'est qu'elles sont vraiment à notre image. On a constaté en fait ces commandements, on n'a pas décrété des choses, on a constaté un mode de fonctionnement et on l'a écrit. Et du coup, ces valeurs sont particulièrement incarnées parce qu'elles n'ont pas été faites parce qu'on rêvait d'être quelque chose, elles ont été écrites parce que c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Et ce qui est fou, c'est que, évidemment, c'est un élément de référence pour nous quand on recrute. On s'assure que les personnes qui nous rejoignent sont OK avec les commandements. À tel point que malgré le départ de Laurent depuis 4 ans, aujourd'hui, les commandements fonctionnent toujours chez nous. Et la culture est toujours la même. Alors que, si je rappelle l'histoire au démarrage, c'est un constat du mode de fonctionnement entre Laurent et Nicolas. Voilà, et aujourd'hui, il reste Nicolas. Reste Nicolas, mais il est noyé, entre guillemets, parmi 15 personnes. Laurent n'est plus là, et les commandements sont toujours là. Et donc, on pourra en reparler, il y a peut-être des choses un peu plus diluées, diffuses, mais globalement, les fondements sont toujours là. Et on peut les adapter à certains métiers, et voilà, mais globalement, les fondements sont toujours là. Donc, pour donner des exemples concrets, quand on parle il y a un de nos commandements, c'est « tout le monde te fait confiance ». Ça, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. C'est ancré dans la culture de l'école du recrutement. Tout le monde a le code de la carte bleue. Les congés sont en illimité. Tu travailles quand tu veux, d'où tu veux. Donc, c'est même presque compliqué pour nous de le valoriser ou de l'expliquer à des gens parce que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises, et j'en discutais avec Laurie de Chaudot, qui disait nous, on met en place les congés menstruels, on réfléchit à la semaine de 4 jours, etc. En fait, j'ai même pas besoin de réfléchir à ces trucs-là, puisque moi, en fait, j'ai une liberté totale sur l'organisation du temps de travail des salariés qui fait que il y a déjà tout ça, mais de façon induite. C'est-à-dire que je vais pas donner en plus des congés menstruels, parce qu'en fait, le jour où quelqu'un a besoin de n'importe quel jour pour n'importe quelle raison, j'ai pas besoin j'ai besoin juste de savoir qu'il est pas dispo, mais pas de pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui sont encore très existantes chez nous, la liberté de fonctionner, avec toute la contrepartie qui va derrière. C'est-à-dire que, en effet, il y en a un qui s'appelle « Tu es libre, mais responsable ». Et donc, parce que la liberté peut vite être juste « En fait, je m'occupe pas de toi ». C'est quoi ça peut être un travers aussi de management de dire, ou de culture, qui est juste de se débarrasser d'un sujet et de le mettre sous le tapis. Chacun fait ce qu'il veut. L'autonomie ou la liberté, c'est pas juste laisser les gens faire. Tu dois poser un cadre et tu dois les accompagner dans ce cadre-là, mais aussi les responsabiliser. Et on a un truc très... mais ça encore, c'est très incarné dans nos personnalités, mais on prend et on considère chaque personne qu'on a en face de nous comme un adulte, sans aucun problème. Donc les gens sont des adultes, je vais pas les infantiliser, je vais pas faire les choses à leur place, je vais pas décider à leur place, et donc tous les salariés sont très libres, mais aussi très responsables de tout ce qu'ils font. Et donc ça transpire dans beaucoup de nos actions du quotidien. Donc voilà comment ça s'est un peu décliné. On les a surtout constatés. On n'a pas voulu écrire des valeurs un peu à la mode ou un peu attractives. Ou voilà, on a juste constaté qui on était, comment on fonctionnait, avec tous les travers que ça peut avoir. Par exemple, on a un autre commandement qui s'appelle « Dis les choses ». Il y a assez peu de monde qui au démarrage sur le papier se dit ça je me reconnais pas trop dans cette valeur-là. Parce que dit les choses, tout le monde pense dire les choses. Or, on constate que beaucoup de fois dans la vie, il y a beaucoup de conflits qui interviennent ou d'incompréhensions qui arrivent par manque de communication plutôt que par excès de communication. Je pense qu'on communique jamais trop. Et donc, chez nous, on se dit les choses et on précise que on préfère quelque chose de mal dit que quelque chose de non dit.
Ça, c'est hyper important parce qu'il y a d'autres cultures d'entreprise où la diplomatie et le compromis sera plutôt encouragé. Chez nous, quelqu'un de trop diplomate va être super malheureux parce que non seulement il aura du mal à se faire comprendre parce que nous, on dit des choses de façon assez tranchée aussi du coup, mais il n'y a pas de susceptibilité non plus en retour. On dit les choses, mais on les entend. Et quelqu'un de très diplomate pourrait aussi avoir... parfois, pourrait trouver notre communication un peu abrupte. Oui, forcément. Donc, du coup, c'est pas bien ou pas bien de dire les choses. C'est juste que nous, on fonctionne comme ça. Donc, attention, si tu nous rejoins et que tu aimes un mode de communication plutôt rond, tu vas souffrir. Ça va être dur. Ouais, ça va être très dur. Et il y a même un énorme risque de non-acculturation. Quoi. Okay. Pour ma gouverne, c'est vraiment très, très riche. Merci beaucoup, Marion. Du coup, tu notes pas les jours de congé des collabs ? Alors techniquement, comment ça se passe ? Parce que tu as 5 semaines de congé minimum dans la loi française. Ouais, et ton comptable, il doit te les demander, quoi. Les gens posent. Ouais. Donc dès qu'on s'absente, on informe. Donc c'est décompté. D'accord. Sur notre bulletin. Mais par contre, si j'en prends plus que 5, j'en prends plus que 5. Mais c'est un puits sans fond. D'accord. Voilà. Okay. À chacun de faire le juste milieu entre son boulot, ce qu'il a à faire et puis sa vie, et puis ses occupations personnelles. Et du coup, en moyenne, on prend plutôt 6 à 7 semaines dans l'année. Ouais, donc c'est pas abusé en fait. Je suis plutôt à contrôler que tout le monde en prend bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas, du coup... Il n'y a pas d'RTT, du coup. Non, c'est pas le sujet, en fait. Non. Mais du coup, il y a certaines personnalités qui pourraient oublier de s'arrêter. Donc moi, mon rôle aujourd'hui en tant que DG, c'est de m'assurer que tout le monde prend bien des jours régulièrement. Et ça ou de sentir les choses, si quelqu'un est fatigué, de dire attends... c'est un travers peut-être de maman, mais en fait, je suis beaucoup le calendrier des vacances scolaires, où toutes les 6 à 7 semaines, il y a une pause. Et je trouve que c'est un très bon rythme. Alors peut-être que c'est juste un biais, parce que moi, je m'arrête à peu près toutes les 6 Mais je vois bien le sujet, semaines. quand t'as des enfants, tu réagis différemment que quand t'en as pas, c'est normal. Hein. Et en fait, régulièrement, t'es un peu obligé soit de faire une pause, soit de t'interroger sur est-ce que tu fais une pause. Et du coup, j'impose un peu à tout le monde de régulièrement s'arrêter, et je check ça. Ok, très 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 intéressant. J'ai envie de venir sur quelques sujets. Alors, je pourrais te parler des tendances recrutement 2025, etc. Je pense que tu pourrais m'en parler pendant des lustres. J'ai envie de venir sur un événement que vous avez organisé l'année dernière, qui était la Coupe de France, la première d'ailleurs, Coupe de France du recrutement. J'ai adoré ce titre. C'est moi qui adore le sport, même si j'en fais pas beaucoup. Mais la première Coupe de France du recrutement, j'ai trouvé ça très très original, très très chouette. Pourquoi vous avez créé cet événement ? Qu'est-ce qui, au-delà de faire parler bien sûr de l'école de recrutement, mais ça on peut l'entendre. Pourquoi cette compétition ? Quel était l'objectif et qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner en fait ? Alors, c'est un événement qui existait déjà, qui avait été organisé et tenu par des étudiants à l'époque. Et d'ailleurs, Link Humans avait été un peu partenaire, mais c'était la Coupe de France de recrutement. C'était plutôt pour faire parler pour valoriser des étudiants. Okay. Enfin voilà, les dimensions n'étaient pas les mêmes. C'était une orga bénévole. Enfin voilà, c'était très chouette. On a recontacté tous les organisateurs de l'époque qui sont aujourd'hui des recruteurs pour savoir s'ils voulaient s'associer à nous. Voilà. Puis bon, chacun avait ses trucs à faire, donc ils nous ont donné le go pour qu'on puisse réutiliser et se lancer sur la Coupe de France du recrutement. L'objectif pour nous, c'était quoi ? D'abord, c'était de faire un événement très fédérateur pour la communauté de recruteurs. C'est un peu notre cam à l'école du recrutement. On fait souvent des événements fédérateurs, mais là, on voulait le faire sous un autre format encore. On a fait des conférences, des non-conférences. On fait tout plein d'événements différents, mais là, on voulait un truc un peu plus jeu. Et donc le format Coupe de France concours nous intéressait pas mal. C'était ouvert à toutes et tous, hein. Ouais, c'était ouvert à tout le monde. C'était inclusif en tout cas, Ouais, tout le monde pouvait jouer. L'objectif pour nous, c'était aussi d'avoir un moyen de cartographier un peu l'état du marché du recrutement, tu vois. C'était un très bon moyen pour nous de voir de cartographier le marché, et donc de voir le niveau du recrutement en France, parce que nous, ça fait plus de 10 ans, 15 presque, qu'on martèle des choses et qu'on avance des choses. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont acquises. Aujourd'hui, c'est super. Il nous reste du chemin, mais il y a plein de choses sur lesquelles on a
beaucoup moins besoin de se battre. Et c'était intéressant de voir sur un événement à grande échelle, pas réservé à notre audience et à notre communauté, mais vraiment à tous les recruteurs, quelle était à peu près la cartographie du marché. Les faire jouer, évidemment, je disais. Évidemment, comme tu le disais en intro, la notoriété de l'école du recrutement, enfin, ça, c'était pas le but, mais évidemment, c'est un truc où on s'est vite dit, il va falloir profiter de cet événement pour montrer au monde qui est l'EDR. Et du coup, c'était aussi un très bon moyen, au-delà de juste la notoriété, de démontrer notre expertise. Et de démontrer, tu vois, que le recrutement, ça s'improvise pas. Voilà, il y a plein de gens qui recrutent et il y a plein de gens qui peuvent concourir pour être des recruteurs. Et on va voir que nous, on est en capacité de créer des standards et de niveler le marché. Et du coup, oui, on va vous démontrer notre expertise en pédagogie et en solidité de ce qu'on vous raconte toute l'année. Là, on peut le montrer au plus grand nombre. Et puis aussi, on va pouvoir démontrer que tu peux pas le faire au doigt mouillé. C'est un vrai concours, c'est une vraie épreuve. Donc, c'est pas l'art d'improviser du recrutement. Oui, parce qu'il y avait des finales, il y a la finale, la demi-finale. Il y avait 5 épreuves. 5 épreuves. Ouais, il y avait 5 épreuves avec au départ 2500 inscrits. 2500. Pour un gagnant. Donc de gens qui étaient de cabinet, de gens qui étaient recruteurs en entreprise. Ouais, la cartographie, c'était cabinet, ESN, entreprise, indépendant. Ok. Voilà. On a cartographié parce qu'on voulait, dans cet objectif, tu vois, de scanner un peu le marché, on voulait avoir ce scan-là. Ensuite, on avait 70% de recruteurs qui ont participé, 23% de responsables recrutement et un peu moins de 6% de RH, plus généraliste. Ok, plus généraliste. Et du coup, je te disais, entre indépendant, cabinet, ESN et entreprise. Et sur les 5 épreuves, à chaque fois, ça faisait l'entonnoir. On est parti à 2005 pour arriver à 3 finalistes, avec des épreuves plutôt QCM. La première épreuve de connaissance, très générale. Ensuite, donc premier écrémage où on arrive sur l'épreuve 2, on n'est plus que 700. Donc la première épreuve a eu un gros filtre. Deuxième épreuve autour de l'éthique et de l'expérience candidat. Là encore, gros écrémage. Pour l'étape 3, où on a fait un sourcing game, où ils étaient 300. Et ensuite, la 4e épreuve, on avait 30 personnes, de nouveau bien taillées, pour rédiger une annonce, pour avoir les 3 finalistes, pour faire l'épreuve d'évaluation d'entretien structuré en live le jour de la finale à Paris. Wow. Donc très très complet en fait. C'est vraiment sur l'entièreté du Mercier en fait que vous êtes allé. Ouais. Et vous êtes fâché avec personne. Il n'y a pas des gens qui ont été vexés d'être éliminés ou si. Comme ça. Si. On dit de toute façon la règle n'était pas claire. Alors, il n'y a pas des mauvais joueurs. Alors tu donnes pas de nom. Alors honnêtement, je les ai pas retenus. Alors Jean-Jacques, non. Il y aura toujours des gens mécontents. Il y a toujours des gens qui sont pas contents de perdre. Une chose est certaine, c'est probablement. Moi j'ai vu des gens par contre sur LinkedIn être fiers d'être qualifiés pour les tours suivants, etc. en parler. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. C'est ça. En fait, ça a généré beaucoup plus de bonheur que de frustration chez quelques-uns. Chez certains, ça a généré de la bonne frustration, ça a généré de la remise en question. Enfin, il y avait des choses super intéressantes. Une chose est certaine, c'est que c'est complètement améliorable. Notre métier, c'est pas de créer des concours. Notre métier, c'est de former au recrutement. Donc évidemment, il était important pour nous de créer des standards avec un attendu, des grilles d'évaluation objectives, etc. Tu te doutes bien, c'est ce qu'on défend toute l'année, donc c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Après, nous, on a été confrontés à la réalité d'un concours qui rameute 2500 personnes. Je rappelle qu'on n'est toujours que 15 salariés à l'école du recrutement. Oui, t'as pas embauché 3 personnes pour ça. On a à peu près un métier dans toute l'année, à part corriger des copies de l'école de la Coupe de France. Donc évidemment, il fallait des choses les plus facilement automatisables, etc. Donc ça... Et peut-être que parfois, les règles, elles n'étaient pas toujours assez claires. Donc, évidemment, nous, il y a des choses sur lesquelles on a appris aussi. Et sur la prochaine édition, on fera mieux, on fera différemment, on grandit. Mais pour une première édition, que les rageux ragent, c'était incroyable.
Franchement, ce qu'on a fait était incroyable. Évidemment, on va s'améliorer pour la suivante, mais je mets au défi quiconque d'organiser une compète nationale avec 2500 personnes et d'arriver avec 3 personnes à la fin et que l'immense majorité soit super content et super fier d'avoir participé à ça. Bah oui, rager quoi. Ok, t'as répondu à une question que je t'ai pas encore posée, mais c'est chouette. Donc il y aura une suivante. Il y aura une suivante. Ok, cool. Et tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la Coupe de France 2025 ? Qu'est-ce que vous allez changer, qui n'est peut-être pas assez marché, que vous voulez modifier, ou qu'est-ce que vous allez garder ? Ce qu'on va modifier. Alors, pour le. Ou tu veux laisser la surprise le jour J. Je peux faire la meuf un peu mystérieuse. En vrai, tout n'est pas cadré, donc évidemment, je te donnerai pas tout. Juste parce qu'on n'a pas déjà tout. Mais tout ce que j'ai, je peux te le donner. Tout ce que j'ai et tout ce que je sais, c'est que pour le public de l'extérieur, probablement qu'il n'y aura pas de grandes modifications substantielles. Pour nous, en revanche, on va essayer de mieux nous organiser, que ça nous demande moins de temps humain, on va essayer d'automatiser plus de choses, de rendre les choses encore plus objectives, etc., etc. Mais l'ADN global va rester le même, il y aura des épreuves, on va essayer de nouveau de faire, alors je sais pas si on va le faire que en solo ou solo et équipe, parce qu'il y avait cette particularité-là l'année dernière, il y a la moitié des participants qui participaient en équipe. Donc ça complexifie les choses parce que quand tu as un participant qui se fait éliminer à titre individuel mais qui continue de concourir en équipe ou inversement, ça devient un casse-tête pour les correcteurs. Donc tu vois, tout ça, on va essayer nous de l'améliorer un petit peu, mais normalement ce sera plutôt indolore pour les personnes qui vont concourir. Et la personne qui a gagné l'année dernière, elle a un rôle particulier pour la séance 2025 ? Elle remet son titre en jeu ? Elle va faire partie du jury ? Je sais pas encore. On n'a pas encore acté ça. C'est une bonne idée. Ce serait une bonne idée d'y penser. On va évidemment prendre les retours des personnes qui sont allées le plus loin possible. Et pas que, mais aussi celles qui ont vécu toutes les étapes pour savoir ce qu'on peut améliorer, changer, voilà. En tout cas, ça sera probablement sur la même période qu'en 2024, c'est-à-dire que ça va se dérouler sur le printemps, entre mars et juin, avec des épreuves à distance a priori pour être accessible au plus grand nombre. Oui, parce que c'est pas un truc de Parisien, c'est un truc ouvert. Ah non, ouais. Alors la finale était à Paris, mais on a réalisé à quel point ça pouvait être compliqué. Parce que typiquement, quand tu fais la finale à Paris et que en fait, dans les équipes finalistes, il y a des équipes entières qui sont en région, et ben en fait il y a des gens qui nous disent moi si je dois déplacer 10 personnes à Paris sur une journée, ça me fait un gros budget, c'est un petit budget, pas prévu. Est-ce que je suis sûre d'avoir un prix, parce que si je viens pour regarder les autres gagner, ça va me gonfler quoi. Donc ça pareil, je pense qu'on va un peu le réfléchir pour pas frustrer. Mais ça, c'est un réflexe de Parisien, de se dire qu'évidemment, on va se faire cette finale à Paris. Bah oui. Enfin. Bah oui, tout se passe à Paris, bien sûr. Évidemment. Il y aura un peu d'IA dans l'histoire ou pas ? Des questions sur l'IA ? Il y avait déjà l'année dernière non, je crois pas. On essaye de faire... Tu sais, on est toujours... Est-ce qu'il faut que je révise mes prompts avant de concourir à la Coupe de France ? Eh ben, je sais pas. On veut quand même quelque chose d'accessible et d'intemporel. Je pense pas me tromper en disant que l'IA est devenue... ça va pas être une mode passagère, donc je pense qu'on peut l'intégrer. Voilà, on a compris. Comment le rendre accessible à tout le monde sans défavoriser personne. C'est ça qui est super compliqué quand tu construis un concours, c'est qu'il faut que tout le monde puisse participer. Donc les niveaux de connaissance et de maturité sur le sujet, j'en sais rien. Okay. En vrai, j'en sais rien. Je vais te faire une réponse de Normande. Pour gagner, il faut avoir lu le livre de Nicolas Galita. Ça va aider grandement. Ouais. Si t'as pas acheté le livre de Nicolas Galita... Tu sais que ça nous a été reproché par les rageux. C'était de dire, mais en fait, vous faites un concours que pour les gens qui ont été formés chez vous. Ouais, ok. Oui, je vois bien la dérive. Or, pas du tout. On n'a pas créé ce concours dans ce but-là. Oui, sinon t'aurais fait qu'un concours, d'ailleurs, que pour tes clients. T'aurais pu faire ça. Et le but de ce concours n'était pas de dire, vous voyez, bande de nazes, vous n'êtes pas formés, venez vous former. Néanmoins, on remarquera que les personnes qui ont gagné sont des gens qui ont été formés chez nous. D'accord, quand même. Donc,
Achetez le livre de Nicolas Galita. Donc je laisse, toutes les réponses sont dedans. Franchement, toutes les réponses sont dedans. Après, il y a aussi l'énergie du concours qui peut être différente. Parce que par exemple, pour la finale qui était en live, qui était de faire une trame d'entretien structuré, il y avait aussi l'enjeu de la pression. Et typiquement, je pense que ça, là, on ne le refera pas de la même façon. Il y avait l'enjeu de la pression de la finale. De l'épreuve en live. Effectivement, parce que quand tu es au premier tour, tu dis allez, je joue pour m'amuser, puis si je passe au deuxième tour, c'est chouette. Par contre, j'arrive au 4e ou 5e tour, déjà mes collègues ils me regardent, et je représente la boîte. Et puis là, c'était le jour de la finale. J'ai pas envie de passer pour un guignol, quoi. Le jury a délibéré en direct pendant la finale. Ouais. Les 3 finalistes, on les a isolés dans une salle, mais il y avait 150 personnes dans un amphi. Enfin, il y avait une ambiance. Wow. Tu sais, nous, on dit toujours, faut pas mettre la pression aux candidats en entretien. Et là, on a foutu une pression maximale aux finalistes pour leur dire, allez, sors le meilleur de toi-même dans un environnement pas du tout... qui est pas normal, qui est pas son quotidien. Qui est pas du tout quotidien. Tu vois. Donc là, typiquement, alors aucun des 3 finalistes n'a ragé, mais ils auraient pu. Ils auraient dû même. Donc je sais pas, je crois que je me suis pas inscrit moi l'année dernière. Je vais peut-être m'inscrire cette année. Et tu sais qu'on a eu plein de gens qui nous ont dit... J'ai le droit, alors que je fais plus de recrutement pur. Eh ben, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Mais il y a des gens qui nous ont dit j'ose pas m'inscrire parce que j'ai trop peur de pas être au niveau. Genre patronne de cabinet de recrutement. Il y a des gens qui nous ont dit d'abord je vais réviser, je ferai l'année prochaine, mais là cette année je suis pas prêt, vous m'avez pris de court, quoi. Tu vois, vraiment. Bah ouais, parce que c'est une petite pression. Et puis si tu le fais, t'as envie de. Enfin, moi, après, moi quand je joue, j'aime bien gagner, donc c'est ça. T'as envie d'aller au bout. Tous les quoi. gens un peu connus. Oui. Tu vois il valait mieux qu'ils s'en sortent bien, quoi. Bah voilà, si tu commences à faire le fanfaron sur LinkedIn, je me suis inscrit, puis t'es éliminé au premier tour, bon, ça fait bof, quoi. Donc, ok. Et dans les autres événements, vous avez organisé là récemment, vous avez fait votre premier webinar il y a quelques semaines, dédié au sourcing en partenariat avec LinkedIn. Oui. Pourquoi vous êtes associé à LinkedIn pour organiser ce webinar ? C'est pas souvent qu'on voit on voit pas souvent LinkedIn participer à des événements, être présent sur des webinars. C'est pas trop leur culture, en tout cas moi je les vois pas énormément. À la différence de d'autres structures, pourquoi vous avez travaillé avec eux ? On voulait tester un nouveau format, encore une fois, toujours dans cette idée d'apporter à la communauté de recruteurs des formats différents où ils peuvent apprendre. Et là, c'était l'occasion. LinkedIn était un de nos partenaires sur la Coupe de France aussi, donc on avait initié déjà un partenariat. Donc il y a du sens, ouais. On avait déjà initié un partenariat avec LinkedIn sur cet événement de Coupe de France. Et on s'est dit, attends, tant qu'on les a, on essaye de voir si on peut pas faire autre chose en plus. Oui, parce que c'est pas facile de les avoir forcément. Voilà. Donc, l'idée était de se dire, pourquoi pas faire un webinar croisé où nous on va pouvoir apporter notre expertise technique et eux leur partie outils. Et donc en effet, on a fait un webinar dédié au sourcing sur LinkedIn qui a super bien marché. On a eu beaucoup d'inscrits, mais je pense que l'association des deux noms a fait de la magie. Et c'était intéressant. Je pense que c'est quelque chose pareil qu'on va réitérer. Je sais pas si ce sera précisément ou uniquement avec LinkedIn. D'accord. Probablement qu'on fera d'autres, mais il faut trouver le contenu. On veut pas faire un webinar avec LinkedIn juste pour dire qu'on l'a fait. Okay. Enfin, tu nous connais, on n'est pas trop de cette bande-là, donc on va faire un truc que si ça apporte de la valeur. Donc on réfléchit à la proposition de valeur. Par contre, notre ambition, c'est de faire en effet plusieurs webinars en featuring avec soit des outils, soit des solutions qui vont apporter quelque chose à notre audience et à l'audience des recruteurs. Donc ça, c'est un format sur lequel on réfléchit pour 2025, de se dire quel type de contenu avec quel featuring on va pouvoir faire pour apprendre des choses et faire grandir les recruteurs. Ouais, parce qu'il faut que ça donne de la valeur à votre communauté, quoi. Aucun intérêt. C'est pas juste pour mettre une marque à côté d'une autre marque, quoi. Non, ça, quelle qu'elle soit. Donc si vous êtes une marque et que vous écoutez, il y a peut-être des choses à faire avec l'école de recrutement. Maintenant, amener de la valeur aussi, quoi. Exactement, oui. Le but, c'est, on n'est pas là pour faire un webinar de démo. C'est pas l'enjeu. Il y a rien de plus ennuyeux que ce genre de sujet. Et vous continuez vos non-conférences de recrutement.
Alors, les non-conférences, elles continuent partout en France. Sauf à Rennes, il n'y en a plus à Rennes. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Oh. En fait, on a pris des décisions, en effet, d'alléger les dates sur lesquelles on n'arrivait pas à faire venir au moins 100 personnes. Sans effort surhumain. Parce que tu peux toujours faire venir plein de monde, mais tu as beaucoup de no-show. Et en plus, c'est gratuit, voilà. Donc, tu as du no-show, etc. Voilà. Enfin, sauf à Paris où c'est payant, mais sauf le reste. Il n'y a qu'à Paris que c'est payant. Et donc, en effet, nos formats de non-conférences de recrutement, c'est des journées ou des demi-journées d'ateliers débat où, sur des sujets de recrutement, on discute que entre recruteurs. C'est un événement de pairs entre pairs. Il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas. Voilà. Et donc, où le contenu est. Le contenu de l'événement est construit par les participants. Donc, on est sur des sessions de 45 minutes où il y a, selon les sessions, entre 4 et 30 personnes qui vont débattre selon l'attractivité du sujet, qui vont débattre du sujet, se partager des bonnes pratiques, se donner des idées, dire moi je galère sur ça, moi j'ai mis ça en place, etc. etc. Et donc, la valeur et tout l'ADN de cet événement, il est incroyable parce qu'en effet, c'est les recruteurs qui font que cet événement est une réussite ou pas. Et ça, c'est super cool. C'est un format qui plaît beaucoup, qu'on continue à faire dans les principales grandes villes de France. Mais en effet, il y a des communautés qui sont plus difficiles à rassembler que d'autres. Rennes en faisait partie. C'était vraiment sur la tangente. On était sur du 90 personnes. Oui, c'était à peu près ça. Et en fait, nous, ça nous demande un effort trop important d'organisation. Et surtout, en fait, on a Nantes, à côté, mais qui n'est pas très loin non plus, qui attire du monde. Et donc, beaucoup de Rennais se sont décalés à Nantes. Ou à Paris, parce que pour faire Rennes, alors, quand on habite à Rennes, aller dans le centre de Nantes ou le centre de Paris, c'est le même temps. T'as 1h30 de TGV ou t'as 1h30 de voiture. Il y en a une des deux qui est gratuite et l'autre qui est payante. Après, celle de Paris est payante, mais celle de Paris est payante, mais elle dure une journée. Voilà, la version XXL, c'est ce que j'allais dire, quoi. C'est un autre. Faut le vivre une fois dans sa vie. NCDR Paris. Faut que tu l'as vu, tu peux mais les sessions en région sont hyper sympas parce que tu peux avoir des problématiques beaucoup plus adaptées, notamment sur les bassins d'emploi locaux. Oui, et sur les problématiques, effectivement, il y a des problématiques d'emploi qu'il va y avoir en région, qu'il va pas y avoir dans le centre de Paris, et vice versa d'ailleurs. Donc c'est pas tout à fait donc exactement. Attends, c'est pas les mêmes sujets, parce que des sujets. Et chaque région a sa particularité et son ambiance et son ADN, et c'est hyper cool. Donc voilà. Donc s'il y a des Rennais et des Rennaises qui m'écoutent, il faut qu'on se mobilise pour peut-être vous aider à organiser les choses. Avec grand plaisir, parce que c'est un format très participatif, donc en vrai, tous les bras sont bienvenus. Oui, et puis vous pouvez pas tout organiser c'est compliqué là. Sur un événement gratuit, c'est déjà un événement, c'est compliqué. Ouais. De surcroît gratuit, c'est pour en faire de temps en temps, c'est un petit peu sport. Ouais. Donc ok. Vous avez pas lancé votre podcast? Oh, si. On l'a lancé. Oui, si, il a existé, mais moi, je le vois plus. Parce que, pareil... manque de temps. Prio. Prio qui est compliqué. J'ai voulu le reprendre. Et voilà où ça en est. Voilà. Non, mais par contre, vous auriez des choses à raconter, des choses à partager. Ça deviendrait une vraie... Il y a beaucoup de podcasts dans le recrutement qui existent. Oui, il y en a d'autres, exact. Il faudrait qu'on trouve quelque chose de différent si c'est pour en faire un 48e. On est d'accord. Franchement, ça va intéresser personne. Donc, il faudrait trouver le bon angle. Pour trouver le bon angle, il faudrait y travailler. Et pour le moment, mon cerveau est pas là-dessus. Mais pourquoi pas ? Mais on a des épisodes assez intemporels qui existent toujours. Ça s'appelle Radio LEDR. Exact. Il y a eu Laurent et Aurélien qui ont animé le podcast. Oui, Aurélien, c'était le dernier animateur, effectivement. Mais voilà, je vous aurais bien vu, c'est mon petit regret. Je vous aurais bien vu. J'aurais bien aimé être animatrice de podcast, peut-être, mais pour le moment, pas la trio. Ouais, tu choisis tes combats aussi en termes de temps. Exactement. Voilà, on peut aussi bien le comprendre. Le temps tourne. Alors je pourrais te poser des milliers de questions sur les tendances recrutement, qu'est-ce qui va se passer, etc. On pourra en faire un épisode plus tard, peut-être fin 2025-2026 sur ce sujet. Moi j'ai envie de te poser la question. On a parlé des événements de l'EDR, on a parlé de l'histoire de l'EDR ces derniers mois, dernières années. C'est quoi tes envies, toi, pour l'école du recrutement 2025 et au-delà ?
J'aimerais, et c'est la direction qu'on est en train de prendre et les sujets sur lesquels on est en train de travailler, là, l'ensemble de l'équipe sur la formation, c'est de passer le cap d'après entre passer de formation un peu conférence descendante à des formations changement de comportement. Il y a délivrer ton savoir et partager ce que tu sais et aider les personnes qui viennent suivre ta formation à changer leurs pratiques et leurs comportements. Parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important de mesurer aussi ton impact en voyant que et en constatant que les pratiques de recrutement changent dans le bon sens. Et ça, parfois, la formation peut avoir ce côté très frustrant de tu donnes tout et patatras, t'as pas la suite, t'as pas la main sur la suite. Donc notre enjeu là, c'est vraiment de comment on ne perd pas ce fil, on continue à former, on continue à faire ce qu'on sait faire, mais comment on va plus loin et comment on lâche pas la main de nos apprenants en fait à la sortie de la formation en mode allez bon courage, on se rappelle dans 6 mois pour que tu nous fasses un NPS quoi, tu vois. Qu'est-ce que vraiment on peut, comment on peut continuer à t'apporter par la suite, et très souvent ça passe par le comportement et les pratiques. Ok. Est-ce qu'il y aurait une anecdote pro que tu pourrais nous raconter que tu n'as jamais dite à un micro? Une anecdote pro qui t'est arrivée avec un client, avec un partenaire, avec un candidat, avec un étudiant, une étudiante? Quelque chose qui t'a marqué? Comme j'étais recruteuse, le truc qui m'a le plus fait de stress infernal, j'étais chargée de recherche, on bossait pour une grosse maison de luxe, la directrice du recrutement nous avait confié le recrutement d'un directeur financier, le consultant qui était en charge de la mission, qui était aussi le patron du cabinet, était en frontal était en lead sur la mission et en frontal face à cette cliente. Et moi, j'étais chargée de recherche, donc en gros, je faisais tout le taf, mais je devais surtout pas parler, quoi. On devait surtout pas me voir. Vraiment le truc à l'ancienne. Mais j'avais quand même l'énorme chance d'être en copie de tous les mails pour être au courant des rares fois où elle osait où elle acceptait de nous répondre. Et j'envoie une shortlist. Déjà, je prends l'initiative d'envoyer une shortlist. Je mets le directeur du cabinet en copie. Et systématiquement, quand j'envoyais des mails, elle ne répondait qu'à ceux du directeur, jamais aux miens. Et là, en fait, elle répond à mon mail pour pouvoir rencontrer les candidats en plus. Donc, j'étais surexcitée. Et j'ai voulu répondre que au directeur du cabinet en lui disant « Waouh, trop bien !» Enfin, elle me parle, finalement, j'existe. Sauf que j'avais oublié de l'enlever du mail. Et en fait, elle a appelé instantanément le directeur du CAB en lui disant « Bon, alors ta truffe, tu la sors du process. Plus jamais je veux qu'elle parle à des candidats en notre nom. Enfin, c'est mort, quoi. » Voilà. Donc, voilà, ça m'avait fait une descente d'organes de ouf, alors que franchement, entre nous, c'est pas grave, quoi. J'étais juste contente qu'elle me réponde à un mail. Tu vois, je l'ai pas insultée, j'ai pas sorti un truc. Oui, c'était juste le truc genre, waouh, trop bien, elle me parle. Et elle a dit, ok, donc elle, l'espèce de gaming stéro, là, on arrête. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, il y a des postures à avoir, visiblement, il faut savoir s'adapter. Ça, c'était gros stress. Ouais, écoute, quand on fait une erreur, entre guillemets, on la refait pas deux. Hein. Puis, voilà, on peut toujours se louper, hein, c'est pas très très grave. Merci, c'est très, très sympa de l'avouer maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast qui travaillent dans la fonction RH, dans la fonction recrutement, soit en posture de partenaire ou soit en posture de patron d'équipe. Il y a des sujets qu'on n'a pas du tout abordés aujourd'hui, mais qui me tiennent beaucoup à cœur. Et je pense notamment à 2 personnes qui en parlent beaucoup et très bien.
qui sont les sujets de diversité d'inclusion. Et du coup, j'ai pas la liste de tous tes invités, donc si ça se trouve... dis-moi, je veux dire. Juliette Delas. Ok, non, j'ai pas invité. Qui est incroyable. Et Laura Driancourt de Projet Adelphité. Sur des sujets diversité inclusion, t'auras des queens qui ont plein de choses à raconter. Je déroge à la règle de recommander que des femmes, mais sinon pour être recrutement pur, Lucas Teffen de Charlie, qui est le gagnant de la Coupe de France de recrutement. Je suis sûre qu'il a 1,5 milliard de choses à raconter sur et son parcours perso, pro, enfin tu vois, à titre individuel, je veux dire, son parcours personnel dans le monde professionnel, parce qu'il a une aventure aussi, une histoire avec le cabinet Charlie qui est hyper intéressante. Et évidemment des pratiques recrutement, c'est le gagnant de la Coupe de France, donc il a forcément des tips et des astuces et des choses à raconter, et sa vision en tant que manager, en tant que recruteur, en tant qu'entrepreneur, enfin tout quoi. 3 bonnes idées. Merci pour ces 3 bonnes idées. Je t'en prie. Comment est-ce que tu fais ta veille ? Alors, quand je parle de veille, alors ça peut être une veille entrepreneuriale, une veille RH. Est-ce que tu lis des livres, au-delà de celui de Nicolas ? Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Comment est-ce que tu t'enrichis en fait ? Je lis plus que j'écoute. D'accord. Parce que mon mode de vie et d'apprentissage fait que voilà. Mais je suis plus consommatrice de vidéos que d'audio, donc j'aime bien l'émission Patati Patata qui existe en audio et en vidéo, c'est la même d'ailleurs. Ouais, mais moi je regarde. Ouais, j'aime bien regarder. Et on fait une émission de Noël ensemble d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, okay. Très marrant. Et ça, je trouve ça toujours intéressant parce que ça va au-delà du recrutement pur. Et le sous-sol de RIDH, évidemment, que je trouve aussi chouette. Après, je suis plutôt à lire et à me faire ma veille sur des newsletters. Il y a celle de Laurent, les talents narratifs. C'est une mine d'or. C'est obligatoire de s'abonner à ce newsletter. Franchement, elle est trop bien à chaque fois. On verra s'il tient le rythme, mais en tout cas, pour le moment, elle est vraiment trop bien. Celle de Marie-Sophie Zambeau aussi. Oui. Celle de Jean-Marie Caillot aussi. Oui. Donc voilà, c'est plutôt mes lectures. Ouais, ok. Voilà. Ok, très. Je mettrai tous les liens de toute façon dans le descriptif. Et évidemment, le livre de Nicolas Galita, Le recrutement ne s'improvise pas. Ah, il a sorti un livre. Tu l'as pas vu? Waouh, j'ai jamais entendu parler. Je sais même pas qui est Nicolas Galita. non, mais voilà. Donc, merci, c'est super riche. Et si on a besoin de te contacter, on fait comment? Tu réponds? Ah oui, je réponds. Tu es directrice générale, tu as bien eu 2 ou 3 assistantes pour t'occuper de toi, non? Si seulement. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, sur LinkedIn, je suis super joignable. Mon numéro de téléphone est à peu près super accessible puisque c'est le numéro en plus sur la fiche Google de l'école de recrutement. Donc, alors, je suis standard. We Feel Good, c'est la même chose. C'est mon 06. Et ben voilà. Donc, en fait, il y a mon 06 qui est hyper facile à trouver sur LinkedIn. Par mail, juste m'appelez pas parce que je suis plutôt écrit que mais ça me fait rire parce que tu vois, je m'envoie des SMS ou des WhatsApp quoi. À des anecdotes que j'ai eues il y a pas très longtemps où je vois des cabinets qui essaient de m'appeler en pensant que We Feel Good recrute. Alors on ne recrute pas, ne m'appelez pas, ça sert pas à grand chose. Et puis si j'avais un recrutement, je m'en sortirais, je pense à peu près. Je te le souhaite. Et il y a des personnes qui m'écrivent en disant voilà, on voudrait vous aider à sourcer, à trouver votre future pépite au sein de We Feel Good. À quel numéro je peux vous joindre? Et je me dis, mais en fait, mon numéro, tu le trouves normalement en 10 secondes sur Google. Et tu fais du sourcing, et ça va être compliqué. Mais t'as pas le truc des gens qui t'appellent et qui sont extrêmement désagréables parce qu'ils pensent que c'est le standard. Ah bah si. Et qui te parlent vraiment pas du tout comme un être humain respectable. Bah si, tu l'as aussi, ouais. Ouais, bah du coup, ouais. Est-ce que je pourrais avoir la personne en charge de la comptabilité? Oui. Je parlais à votre dirigeant. Oui, c'est moi. Ah bon? Le dirigeant répond au téléphone. Le ton change instantanément. Les commerciaux, soyez aimables avec tout le monde, s'il vous plaît. On sait jamais qui on a offert en fait au bout du fil. Ouais, et puis même si c'était la standardiste, elle mérite qu'on lui parle correctement. C'est bon. Alors excellent. Je dérive totalement dans mon podcast, mais excellent sujet d'expérience candidat. Nous, situés chez We Feel Good, on joue au candidat mystère. On est payé pour ça, chez nos clients, chez les concurrents de nos clients, etc. Et de temps en temps, on appelle.
Et effectivement, on se positionne en candidat. Ouais. On cherche voilà. Et des fois, effectivement, on tombe sur le standard. Hein. C'est assez classique. Et il y a des standardistes qui sont des perles. Mais des perles qui vont te donner plein de tips pour postuler, etc. Et puis, tu en as d'autres qui n'ont pas été formés aussi. Et donc, ce que j'explique à mes clients, c'est quand vous êtes recruteur, soyez la marque employeur, ça passe aussi des fois juste pour accompagner l'assistante qui est au téléphone et peut-être lui donner des tips pour pouvoir répondre à un candidat. Ouais, ça, c'est dans l'autre sens, c'est aussi hyper important. Voilà, un métier où on se dit, mais en fait, ils peuvent avoir un impact hyper fort sur l'image de l'entreprise. C'est souvent la première personne que tu vois ou que tu rencontres. Ouais. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'ai envie d'en parler. Parce qu'on aime bien divaguer. Ouais, voilà. Un grand merci. Merci à toi. Passe de bonnes fêtes de Noël. Toi également. Mange pas trop de bûches. Pourquoi pas? T'as le droit, tu fais ce que tu veux d'abord. Oui. Voilà. Donc j'espère que tu auras plein de cadeaux, tu as été sage. Évidemment. Donc voilà, que tout se passe bien. Et puis rendez-vous en 2025 pour la Coupe de France recrutement. Avec plaisir. Merci Florent. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!